êtes un homme politique, vous aspirez à gouverner ou à accompagner celui qui gouverne, comme je le fais depuis quelques années. Le problème est que nous, on ne nous écoute pas. On n'écoute que les hommes des réseaux. On n'écoute que les bandits. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les petits réseaux de copains et de coquins là, on ne vous donne rien et on estime que ce que vous dites ne doit même pas être fait. Donc à partir de là, moi j'ai le courage de dire qu'on ne peut pas accuser Paul Biya. Le Cameroun actuellement obéit à quelle valeur? Quand vous savez tout ce que ces gars font dans le noir. Mais on a tué la morale, on a tué la coutume. Okay. Il y a des choses d'ailleurs, vous savez, dans nos coutumes, vous qui convoquez cette coutume, je fais une parenthèse là-dessus. Dans nos coutumes, un chef qui vole, on lui coupe la tête. Est-ce qu'un chef vole? Est-ce qu'un ministre doit voler? Ministre, c'est un serviteur. Donc vous voyez que quand je reviens dans ma chute, je vous démontre que, en fait, qu'est-ce que c'est? Professeur, je vous amène à constater qu'une fois accédé au pouvoir, le président de la République parlait déjà de la rigueur et de la moralisation. C'est pratiquement d'ailleurs cette ligne directrice de sa gouvernance. Des années plus tard, le président a demandé qu'il fallait serrer les ceintures. Par la suite, en 97, on a commencé à voir les premières arrestations dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics. Cette lutte s'est accentuée au niveau des années 2005-2006, 40 ans plus tard, dans un discours à la nation, le président vous parle encore de la lutte contre les détournements des deniers publics. Ma question est celle de savoir, le président a-t-il été entendu? Les hommes ont-ils pris conscience? Ou alors le président lui-même est essoufflé? Le président est pris en otage. Ah bon? Oui, je le dis pour deux raisons. Je suis un soutien, comme l'a dit M. Ateba, je dirais radical du président Paul Biya. Je le soutiens radicalement à partir d'une banque de données qu'on peut appeler une feuille de route idéologique qu'il nous a présentée. La rigueur et la moralisation. Vous savez, un intellectuel sérieux, c'est quelqu'un qui ne fait pas de la fanfaronnade. Il y a un motif de soutien qui est idéologique. Et je sais faire la différence entre l'idéologie qui est portée par les formations politiques et l'action qui est portée par les hommes. C'est là où je me suis séparé de mes amis bandits du RDPC. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que je rendais ce parti crédible en montrant que notre idéologie n'est pas appliquée. Et je vais vous démontrer pourquoi en 3 points. Vous ne pouvez pas parler du Cameroun d'aujourd'hui si vous ne parlez pas du Cameroun d'hier, ça dit celui d'Amadou Ahidjo. Ouais. Vous savez, moi j'ai ce qu'on appelle en anthropologie politique, je simplifie la complexité. Même dans les amphis, je dis toujours à mes étudiants que les intellectuels, le bas peuple ne les comprend pas. Parce qu'ils ont un langage esthétique. Moi j'ai un langage villageois. Et c'est ce langage villageois qui va m'amener à vous expliquer que quand le président Ahidjo arrive aux affaires, le Cameroun n'a pas d'usine, le Cameroun n'a pas de route, le Cameroun n'a pas de grandes écoles. Et je peux l'illustrer. Il y a l'UQAM, il y a Sosucam, il y a Kamsiko, il y a Camer, il y a au-delà de la Camer, toutes ces grandes sociétés d'État. Je peux même vous donner des chiffres, parce que moi je bosse beaucoup. Et j'ai fait beaucoup en droit, je suis spécialisé en droit international économique. Je vais même vous donner un chiffre que beaucoup d'économistes et de statisticiens ne donnent pas. Quand le président Ahidjo part du pouvoir, nous avons 700 entreprises publiques. Je vous dis 700. Oui, les villageois me comprennent. Actuellement, nous en avons combien? Avant d'arriver, actuellement, nous en avons combien? Le président Ahidjo a mis en place la Société nationale des investissements. Un modèle qu'il a ramené de Corée et d'Asie, qui, avec près de 80% de parts dans ces entreprises. Mais que faisaient ces entreprises? C'était l'agriculture. Elles soutenaient la production locale. Ça veut dire que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, quand le président Ahidjo met en place, par exemple, l'OMCPB, il y a les vérificateurs de produits de base, il y a l'État qui intervient aussi pour accompagner les agriculteurs, on leur donne les pomposes. Même le gars qui a Angel Bendouga, Amoura, on soutient le coton, etc. Donc il faut bien dire aux Camerounais qui nous écoutent que 40 ans après, toutes ces entreprises ont été ruinées. À cause de qui? Alors, à cause des acteurs politiques
qui ont mal accompagné le président Paul Biya. Je vous pose une question. Oui. Vraiment, vous prenez le pouvoir, vous accédez au pouvoir, comme c'est le cas du président Paul Biya, où votre prédécesseur vous laisse 700 entreprises qui fonctionnent, qui publiques. Et maintenant, 40 ans plus tard, nous en avons à peine 100, et vous voulez toujours accuser ceux qui l'ont accompagné. Quelle est la responsabilité du principal manager? Double responsabilité. Parce qu'en réalité, votre question est technique. Et quelqu'un de sérieux doit pouvoir répondre avec beaucoup d'aisance au regard de votre compétence. Vous êtes un journaliste très, très vicieux. Quand je dis vicieux, c'est positif. Hein? Que si quelqu'un n'est pas préparé à expliquer, vous apportez la preuve qu'il n'a rien à dire. Quand j'ai dit deux causes exogènes. Ouais. En 1986, le président Ahidjo parle en 82, il faut le reconnaître. Alors que les réserves du Cameroun à la Banque mondiale, on a une crédibilité, parlons simplement. Il faut le reconnaître, en 86, les partenaires multilatéraux décident de nous envoyer au FMI, à la Banque mondiale. Quand on dit que je soutiens le président Paul Biya, j'explique que le Cameroun remplissait toutes les conditions pour ne pas y aller. Ça aussi, il faut le dire, ce sont les causes exogènes. De 1986 à 2006, on a eu 20 ans d'ajustement structurel. Entre-temps, il y a la détérioration des termes et de l'échange, le prix du cacao qui monte, qui descend, la fluctuation du dollar. Ce sont des éléments de captivité que nous ont fait hériter les économistes libéraux. La plupart de nos économistes africains, ils sont keynésiens, ils sont ceci. Ils ne peuvent pas vous expliquer l'économie pour la plupart communautaristes. Ils ont donc embrassé le modèle des autres, contrairement à la Corée, contrairement à la Chine, contrairement à certains pays comme le Brésil. Alors, je reconnais que quand on nous impose l'ajustement structurel, mais le président Paul Biya résistait, mais finalement on lui a dit tu y vas ou on ne te donne plus rien. Et il faut reconnaître que cette première cause a eu des conséquences. La SONEL qui était bien gérée, comme société d'État, est tombée, on n'a plus eu d'électricité. La SENEC de Boufougé est tombée et on a tout vendu. Ça, c'est la première cause où vraiment, sauf si on est de mauvaise foi, on ne peut pas seulement incriminer le président Paul Biya. Il y a eu ce regard des bailleurs de fonds qui voyaient le Cameroun être émergent, avec une autosuffisance, avec une vision agricole. Je vous donne encore un autre élément sur ce premier point parfait à ici. Le Cameroun, le pétrole était dans un compte hors budget. Mais regardez l'Ukraine aujourd'hui. Quand vous êtes un homme politique, vous aspirez à gouverner ou à accompagner celui qui gouverne, comme je le fais depuis quelques années. Le problème est que nous, on ne nous écoute pas. On n'écoute que les hommes des réseaux. On n'écoute que les bandits. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les petits réseaux de copains et de coquins là, on ne vous donne rien et on estime que ce que vous dites ne doit même pas être fait. Donc à partir de là, moi j'ai le courage de dire qu'on ne peut pas accuser Paul Biya. Il y a eu ces contraintes très fortes que je vous dis, on a ici un excellent économiste, je l'ai écouté, il est cohérent. Et même nos amis, parce qu'ils sont de l'opposition, qui sont encore au pouvoir, je mets ici au défi les uns et les autres de me dire que, monsieur le professeur, quand on envoie au Cameroun, au FMI, il devait y aller. Et toutes ces privatisations-là ont ruiné l'État. Deuxième cause, les causes endogènes. Et je termine là, le vol. Sous Ahidjo, on ne volait pas comme on vole sur le président. Comment sur Ahidjo, on ne volait pas comme on vole sur le président? Je vous dis que c'est terrible. Et maintenant, vous soutenez donc le président Paul Biya. Bon, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui a donc institué le vol? Ben, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, le président a levé la pédale? Vous savez que la constitution de l'État au Cameroun, c'est le président Ahidjo. Nous avons eu 4 constitutions, celle de 1960. Je vous dis que vos débats sont très élevés, hein, c'est du haut niveau. Hein. Tout à fait. Deuxième point, on a eu la constitution de 61 qui a duré 11 ans. La constitution fédérale. C'est elle qui a construit les usines, les écoles comme l'ENAM, l'IRIG, l'école de travaux, Polytech, et tout ce qu'on a, le palais de Toudi, le palais de congrès. Donc, il faut quand même rappeler ça à ces gens-là. En 72, j'ai encore en mémoire, je crois que j'avais à peine 10 ans. Parce que moi, je ne cache pas, je devais avoir 6 ou 7 ans. Mais quelques temps après, aujourd'hui, même à Google, prenez le discours lorsque Ahidjo proclame l'État unitaire. Le premier acte de souveraineté du Cameroun. Il dit Camerounais, j'ai décidé de prendre mes responsabilités à mon âme et conscience pour mettre fin au référendum en vous projetant vers l'État unitaire fort. État unitaire
Quand il part, il faut le reconnaître, Ali Diop fédère le nord-ouest et le sud-ouest, anglophone et francophone. Il fédère le grand nord et le grand sud. Il fédère, mais aujourd'hui, pourquoi je soutiens, alors que c'est le président Paul Biya, effectivement, qui anime, et je t'ai dit là-dessus. Merci beaucoup. Eh bien, je soutiens tout simplement parce que, à un moment donné, le projet politique de Paul Biya, on ne peut pas dire qu'il était mauvais, mais malheureusement, plusieurs années après, là, je rejoins Ateba du MLC et tout ce monde, malheureusement, le président a connu, vous savez, même en économie, on appelle ça les facteurs. Quand il y a eu la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, il y a eu le clash entre le président Ahidjo et le président Paul Biya. Les voleurs, ces gars qui sont pires que les rats d'église. Vous savez, quand vous allez à l'église, même la communion n'est pas au sol, parce que les rats prennent ça. Et on se retrouve donc dans une situation où le président, ayant été victime de cela, et ça, je chute, je rejoins les autres. La deuxième fois, vous voulez chuter. Oui, bon, alors il a levé la pédale. Il a levé la pédale parce qu'à un moment donné, le président, et ça j'ai quand même aussi le courage de le dire, était préoccupé par son maintien au pouvoir, avec des hommes qui lui donnaient l'impression qu'ils pouvaient l'accompagner. Il a plus été préoccupé par le oui, à un moment donné, son poste, parce qu'il a été secoué. Que la sauvegarde des caisses de l'État. C'est ça? La sauvegarde des caisses de l'État était sa priorité, mais quelque part, il voulait atteindre ses objectifs. Merci. Alors chaque année, quand vous croyez que c'est dans 10 ans que vous pouvez avancer, les bandits sont malgré là, ils vous torpillent. Vous dites après ces 2 ans, après ces 20 ans, nous sommes donc arrivés à 40 ans à voir le même chef d'État, dénoncer la corruption et le détournement de fonds, comme si effectivement il n'y avait pas autre chose à dire que de reconnaître que les collaborateurs l'ont foutu dans la merde. Merci beaucoup. Germain Ekat, je vous pose presque la même préoccupation, même si je vais élargir au niveau de la question. Le président a-t-il été essoufflé parlant de la lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun? Pour l'instant, selon vous, quel est le regard que vous posez quand même sur ces détournements massifs au Cameroun? Pouvons-nous pour l'heure faire un bilan de la lutte contre les détournements des deniers publics dans notre pays? Je vous remercie, Pafa. Ici, avant de répondre à votre question, je voulais déjà vous dire que c'est très plaisant d'écouter le professeur Msanganyam. Ah bon? C'est la deuxième fois que je partage un plateau avec lui. Mais généralement, quand vous l'écoutez, il faut être très intelligent aussi. Parce que il y a des tours de passe-passe. Il peut vous emballer. Voilà. Il ne permet pas de bien faire la différence entre ce qu'il veut vous amener à penser et ce que lui veut vous transmettre. Je vais d'abord dire que le procès, c'est que le président Biya a choisi le statu quo. C'est-à-dire il a choisi cet état où la corruption est le maître mot. Parce qu'au Congrès qui permettait de muter l'UMC pour le RDPC, le professeur Msanganyam dit que nous avons eu un débat sur... En 1985. Voilà. Il avait la chance, le président, il avait eu l'occasion d'émanciper la gouvernance, mais il a choisi de se renfermer en maintenant un certain nombre de personnes en poste. Excellent. Et dès qu'il a pris cette décision de maintenir ces gens en poste, ça veut dire qu'il se refermait et qu'il avait donc choisi la continuité de maintenir les détournements dans la gestion de l'administration publique. Ça, c'est la première des choses que je voulais élucider. Maintenant, parlant en fait des détournements eux-mêmes et du cas qui nous préoccupe, qui est celui de l'Embe. Nous ne parlons pas encore de l'Embe. Nous sommes encore dans le premier sujet. Je vous recentre. Le président de la République, le 31 décembre dernier, dans son discours, a encore dit que ceux qui se sont enrichis illicitement devront rendre des comptes. Et donc, pour le premier débat, porte sur la lutte contre les détournements des deniers publics au Cameroun. Le deuxième sujet portera sur le complexe sportif d'Olembe. Gardez votre patience, vous parlerez d'Olembe tout à l'heure. Allons-y, monsieur. Nous étions déjà pas du tout le cas de corruption d'Olembe. Si nous parlons de la corruption en elle-même, quand je disais que le président s'est renfermé et a choisi le modèle de corruption, vous constatez d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des dénonciations d'un certain nombre d'acteurs de l'administration publique, vous avez vu le président s'adresser à un journaliste en lui demandant est-ce qu'il avait les preuves de ce qu'il lui disait.
Certains estiment que c'est ces jours que le président lui a donné un visa pour la corruption. Il avait déjà donné lors du congrès de Bamenda, mais là, il le donnait officiellement, donc pour dire, vous ne pouvez pas accuser les uns et les autres que j'ai choisi de mettre en place, de me renfermer, et vous les accusez en public sans que vous ayez des preuves. Ça, c'était la deuxième des choses. La corruption elle-même, vous voyez que si nous voulons faire un bilan, il faut d'abord faire un bilan structurel de la corruption. Nous avons plusieurs organismes qui luttent contre la corruption. Mais est-ce que c'était l'occasion d'en avoir plusieurs? Nous avons la NIF, nous avons la CONAC, nous avons la Chambre des comptes, nous avons le CONSUPÉ, pour ne prendre que ces organismes. Parfois, ici, aucune de ces structures n'a le pouvoir de poursuite. C'est-à-dire que nous avons des structures qui, elles, font un travail. Pas de moyens coercitifs. Voilà. S'il te plaît, je vais, de 30 secondes, je t'accompagne. Et ceux qui ne connaissent pas la technique administrative, mais je leur dis, allez voir le décret de 2011. La CONAC, le vrai patron de la CONAC, c'est le secrétaire général de la présidence. Quand vous regardez ce décret, c'est lui le patron de la CONAC. Le vrai patron de la DGSN, qui peut donner des renseignements, c'est le secrétaire général de la présidence. Le vrai patron de la DGRE, le service de renseignement, c'est le secrétaire général de la présidence. Donc vous voyez quand même qu'il y a des rattachements qui ne permettent pas effectivement au président d'avoir objectivement les informations. Vous voyez ce que je vous disais. Donc je vous dis donc c'est que le vrai patron du secrétaire général de la présidence, c'est le président de la République. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce petit jeu-là qu'il n'arrive pas souvent à jouer. Non, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais. C'est exactement ça. Ça veut dire que tout se ramène au président bien. Vous avez des institutions, des structures qui n'ont pas le pouvoir de poursuite, elles finissent de faire un travail, rendre compte, et après le pouvoir de poursuite ou la décision de poursuite, elle dépend d'un homme qui lui est politique. Et maintenant, c'est pour ça que certains sachants ont dit que cette opération, je suis d'accord avec vous. Cette opération de lutte contre la corruption, elle est devenue un instrument de règlement de compte politique. Ça veut dire à un moment, lorsque vos yeux s'ouvrent un peu plus loin parce que vous voulez avoir un certain nombre de positionnements ou de pouvoir, on vous rappelle donc un certain nombre. On vous casse. Voilà, on vous casse. Si vous voulez, on vous rappelle un certain nombre de faits. Comme vous a laissé, d'ailleurs, comme l'a dit le camarade de MSC, on ouvre les failles pour vous permettre de vous remplir les poches, parce qu'on sait que demain, on peut vous opposer ces actes-là et vous dire que vous avez... Donc, décidément, évaluer la corruption en elle-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous sommes devant une administration une administration de bandits. Oh là là. Oui, il faut le dire. Mais si vous distrayez 5 francs, vous êtes un bandit. Mais toute l'administration n'est pas quand même. Non, il a dit certains. Oui. Quand vous avez des bandits, vous avez des bandits, des kleptomanes. Des grands kleptomanes. Qu'on a mis à gérer. Vous avez un champ sématique extrêmement grave. Oui, mais il faut être grave. Sans vous couper, donc ça veut dire que vous reprochez au président de la République de l'avoir dit. Moi, je suis biaïste. Le terme bandit en col blanc vient de mon maître politique. Vous l'avez ajouté col blanc. Oui. Ça ne change rien. Mais il faut le dire, parfois ici. On a cru que c'était les bandits qui sont propres. Voilà. Non, mais parfois ici, il faut le dire avec beaucoup de gravité, parce que lorsque vous évaluez autant de milliards de tournées, je vous dis, généralement, quand vous êtes assis chez vous et puis vous suivez un reportage télé, et on vous dit autant, si vous n'êtes pas fort, vous faites une crise d'AVC. Parce que vous imaginez ce que nous vivons, comment les enfants sont assis à même le sol, en zone rurale. Merci comment beaucoup. les enfants, les parents n'arrivent même pas à s'en sortir, les salaires ne bougent pas, mais ils font les yeux, les têtes et les pieds pour qu'il y ait quand même une stabilité au sein de leur famille. Et que vous vous rendez compte qu'un petit groupuscule de personnes, ils ne sont pas dit ça. Non, groupuscule de et là, je personnes partage son point de vue. 5 bandits en qui ont occupé les postes ce sont les secrets du président. 10 petites personnes, 10 grands voleurs qu'on coupe les têtes ici. Parce qu'il faut que la chose là va s'arrêter. Ils sont pas nombreux. Que ce soit 10 grands voleurs, ils ont eu le pouvoir de discrétion de nomination. Merci beaucoup. On va passer la parole à notre frère et ami du MRC, Monsieur Ateba. Monsieur Ateba, le panéliste ECAT tout à l'heure évoquait certaines structures, en réalité, qui sont là pour enquêter, pour lutter également globalement contre la corruption au Cameroun. On cite la NIF, on cite la CONAC, on cite le CONSUPÉ, on cite la Chambre des comptes, pour ne prendre que ces structures. Alors, avec autant de structures pour le même objectif,
comment pouvons-nous encore comprendre que nous soyons là tous les jours à parler encore de la lutte contre les détournements des deniers publics? Que tous les 31 décembre, que le président de la République, son Excellence Paul Biya, vienne encore nous dire que ceux qui ont détourné vont rendre des comptes. Et ma question est simple à ce niveau-là. Le président Paul Biya soigne-t-il des mots M-A-U-X avec des mots M-O-T-S? Parfait. Tu sais tellement dire les choses que ça donne. Ah oui, Effectivement, la gouvernance de M. Paul Biya est basée sur les mots M-A-M-O-T-S. C'est-à-dire, il ne nous a servi que des mots depuis Il ne le fait début. que parler. Rien que des mots depuis le début. Je vais revenir sur quelque chose qu'a dit l'économiste tout à l'heure, qui était très pertinente au niveau des flux des capitaux, c'est-à-dire dans l'économie libérale. Vous voyez la différence avec c'est-à-dire les investisseurs qui viennent d'ailleurs, qui investissent au Cameroun pour faire des profits, avec les capitaux qui partent du Cameroun pour ailleurs. Parce que les capitaux qui partent du Cameroun, ce n'est pas pour aller investir et ramener de l'argent au Cameroun. C'est des capitaux, c'est de l'argent détourné que les Camerounais vont garder ailleurs pour leur consommation propre. Donc c'est le Cameroun, ça dit que quels que soient les investissements qui arrivent, puisque chaque projet au Cameroun est accompagné d'un plan de détournement. C'est-à-dire que chaque grand projet, dans son montage, dans sa conception, à côté, il y a un plan de détournement. Les réserves d'intérêt. C'est déjà une règle. Oui, c'est une règle. C'est pour ça que les projets au Cameroun sont très chers. Vous avez l'exemple, on parlait du stade Abdoulaye Wade au Sénégal, qui a été construit en 18 mois à 150 000 livrés. On ne peut pas avoir pareil ouvrage au Cameroun à ce même montant et dans les mêmes conditions, c'est pas possible. Donc, les projets au Cameroun sont montés, c'est-à-dire qu'avec chaque fois à côté un plan pour les réserves d'intérêt qui vont repartir ailleurs et qui perd, c'est le Cameroun. Donc, je dis le règne, parce que effectivement, M. Paul Biya l'a dit lui-même, ne reste pas au pouvoir, ne dure pas au pouvoir qui veut, Mais qui peut. Et effectivement, il a duré au pouvoir parce qu'il a pu instaurer un système de détournement, un système d'intérêt à travers des gens qui se battent, qui sont prêts à tout pour le maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'il est maintenu. Et je pense quand même que, et c'est là où c'est très grave, je dis, si M. Biya avait eu, c'est-à-dire que un peu d'amour, un peu de respect pour les institutions camerounaises, il ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Ne serait-ce que du respect pour le Cameroun, pour les Camerounais et pour les institutions. C'est pour la fonction de président de la République. Mais c'est vous-même, Camerounais, qui toujours réélire le président. Non, il est toujours élu de manière démocratique. Le président a abusé des Camerounais en 2008 en modifiant la Constitution. Il peut modifier la Constitution parce qu'aucune Constitution n'est statique. Effectivement. D'accord. Il peut modifier une Constitution. Mais vous, quand vous allez à l'élection, vous décidez de le sanctionner. La politique a quand même une éthique. Quelqu'un qui a fait 24 ans, je crois quand il modifie la Constitution, il était à 24 ans de pouvoir, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui a fait 24 ans de pouvoir, qui modifie une Constitution juste pour lui permettre à lui de se représenter, ça manque d'éthique. Ça manque de responsabilité. Et aujourd'hui, comme le dit M. Msanga, il est otage de son propre système. Parce qu'aujourd'hui, M. Biya est otage, il est prisonnier de son propre système. Très bien. Les images récentes, non seulement ne n'honore pas le Cameroun, parce que à son âge, sa place n'est plus là. Sa place n'est plus là. Il a droit au repos, bien mérité. Mais maintenant, il ne peut plus, il est prisonnier de son propre système. Vous savez, Monsieur Msanga disait tout à l'heure qu'il parlait de l'entrée du Cameroun au FMI. Oui. Je me rappelle, c'est monsieur, c'est-à-dire que les gens se comportent comme si le président Paul Biya était nouvellement arrivé dans le système de gouvernance au Cameroun en 82. Ils oublient qu'il était la cheville ouvrière du système Aïdjo. Ça veut dire qu'il connaissait par cœur. Effectivement. Tout à fait. Il connaissait par cœur le système. Et quand il déclare que son prédécesseur lui a légué un pays bien portant économiquement, Une économie saine. ça veut dire qu'il savait. Et il chute, je ne faillirai point. Hein? Et quand il le dit, parce qu'il a dit que le Cameroun n'ira jamais au FMI. Ouais. Alors,
pour quelle raison l'a-t-on arrêté? Puisque le Cameroun avait une économie, c'est les jeux économistes, une économie debout, saine. Tout à fait. Comment a-t-il été obligé de se retrouver au FMI s'il avait confiance à son économie? Donc, c'est autant de choses, on ne peut pas dire que c'est des raisons. Les raisons sont... Le seul et unique responsable de la situation Cameroun aujourd'hui s'appelle M. Paul Biya. Merci Emmanuel Ateba. Bienvenue Essomba. Nous n'avons plus beaucoup de temps concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le président, qui le rappelle donc dans son dernier discours à la nation, parlant de ceux qui se sont enrichis illicitement. Est-ce qu'il faudrait s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois à quelques arrestations encore spectaculaires? Bien évidemment. Cela est prévu même dans le système libéral. Parce que la corruption est inhérente au système libéral. C'est pour ça que quand vous entrez dans le système libéral, on vous oblige à avoir une position, un système politique libéral pour avoir un contre-pouvoir qui va suivre votre action. On vous oblige à avoir des organismes tels que la CONAC, l'ANFI et consorts. Une justice indépendante. Voilà, on veut que vous ayez une justice indépendante, comme il dit. Oui. Donc, vu le résultat, le point sur lequel on se trouve aujourd'hui, il est évident que les jours qui viennent, l'opération IPV sera relancée. Sinon, le président va démontrer au peuple camerounais qu'il est complice de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Professeur, d'abord, M. Ekat, oui. Ce n'est pas la relance qui fera que nous soyons certains que l'opération EPV est une opération d'assainissement. Parce que le pouvoir de poursuite est détenu entre les mains d'un individu. Dans l'économie libérale, les structures comme la NIF, la CONAC ont le pouvoir de poursuite. C'est qui très vrai. Très bien. Professeur Msanga Ingandi, entre-temps quand même, on sait que il y avait pratiquement déjà tout un gouvernement en prison. On a eu des secrétaires généraux de la présidence aller en prison. On a même vu des premiers ministres, chefs du gouvernement aller en prison. Je ne parle pas des ministres des Finances, et j'en oublie certainement. Alors, ces arrestations ne font-elles pas peur à ces autres gestionnaires des lignes publiques? Nous avons l'impression qu'au plus on arrête certains responsables, certains gestionnaires, ça donne plutôt le courage à d'autres de voler un peu plus. Vous ne faites pas le constat? Non, je pense que votre question est pertinente pour une seule raison. Dans mon ouvrage, Sans publicité, où je parle de Paul Biya, je le présente comme l'architecte du compromis communautaire complexe au Cameroun. Je le présente avant comme une personnalité indépendante d'esprit, par l'indépendance au sens de la souveraineté, et deuxièmement comme un manœuvrier. L'ouvrage est intitulé Paul Biya, indépendantiste et manœuvrier. Mais beaucoup, parce que je suis modestement, permettez-moi de le dire, l'un des exigences du président. Je canalise ses discours, je me suis donné depuis au moins une trentaine d'années dessus, ce qui fait. On a longtemps cru à la méthode de Paul Biya. Il faut lire le code de Biya, de Fanny Pajot. Et je me suis rendu compte que Paul Biya est manœuvré lui-même aujourd'hui. Ah bon? Avec l'âge et le temps. Et le président a longtemps cru que, par son autorité et sa position d'avoir le décret, il faisait peur. Mais il ne fait plus peur à ces gens-là. Je veux dire que Paul Biya, moi je vous le dis, j'étais au comité central, j'ai côtoyé au système, j'ai une chance, je le dis tous les jours, l'autre chance c'est que moi j'ai côtoyé le président de la République, qui m'a reçu plus d'une fois d'audience. Et à partir de là, le président que moi je connais, avec qui j'ai eu le modeste échange souvent d'échanger, et l'entourage que je connais très bien, c'est pourquoi ils ont peur de professeur moi. Permettez-moi un président qui ne fait plus peur, mais ça craint. Ils s'en foutent de Paul Biya. Mais c'est terrible, mais c'est la réalité. Et moi, je suis comme un petit griot, parce que les gens ont eu peur, à un moment donné, de dire que on nous avait traité de griots. Le président a manqué de griots comme moi. Un griot, c'est quelqu'un qui vénère son chef, qui chante pour lui, mais à la fin, les gens viennent dans une chaufferie. Ils se mettent à bastonner le griot, au point de le foutre dehors. Mais alors, ça veut dire que le président n'a même pas protégé ses griots, je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, en bon griot de Paul Biya, c'est qu'il ne fait plus peur à ces gens. Et pour une seule raison. Il prépare l'après Biya. Et je chute là-dessus en vous disant ceci. Avec l'office, hein.
Je n'entre pas encore là parce que Franck Biya a droit d'être candidat. Je n'entre pas dans le jeu, les combinaisons, c'est un Camerounais. Je ne joue pas au jeu du PCN des autres partis. Si Franck veut être candidat, il a droit. Non, mais professeur, vous savez que vous êtes également chef traditionnel. Oui. Et vous savez que dans l'histoire de la chefferie traditionnelle, la sagesse africaine, un fils ne succède pas à son père vivant, ne commande même pas oui, c'est un mécanisme. C'est la malédiction. Extraverti, pour moi. Je n'entre pas dans ce débat. Je vais chuter parce qu'après, lui va me couper en montant le statut de chef traditionnel. Vous savez que lorsque votre enfant commence à élaborer des mécanismes pour... Le Cameroun actuellement obéit à quelle valeur? Quand vous savez tout ce que ces gars font dans le noir. Mais on a tué la morale, on a tué la coutume. Okay. Il y a des choses d'ailleurs, vous savez, dans nos coutumes, vous qui convoquez cette coutume, je fais une parenthèse là-dessus. Dans nos coutumes, un chef qui vole, on lui coupe la tête. Est-ce qu'un chef vole? Est-ce qu'un ministre doit voler? Ministre, c'est un serviteur. Donc vous voyez que quand je reviens dans ma chute, je vous démontre que, en fait, qu'est-ce que ces gars préparent? Ils préparent la pendaison et le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya meure, parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez, ces biaïstes, ces gens, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que, quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi, je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez des bons yeux, vous voyez pas quand ils sont à côté du président, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon, alors, il se comprend. Donc, quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se trouvent juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va, non. C'est ça que j'appelle une manœuvre, le président. Et dans cet élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel, qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence, qui est grave quand Paul Biya va partir. Non seulement, première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. C'est-à-dire que la combinaison réelle, si le président part actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez en conscience. Moi, je n'aime pas les petits débats où on a... Je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Belobouba et Magari ne sont pas du RDPC. Issa Chuluma n'est pas du RDPC. Anta Kazagé qui est mort et l'autre ne sont pas du RDPC et Moustapha Amadou. Donc le Nord n'est plus là. Les nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parte. Si Paul Biya part, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas, mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là mon séjour à Gala était bien, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo Sonko n'est pas rentré, laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que les gens du Sud prient Dieu, qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya. Parce qu'après, lui, ils vont voir de quel bon on se chauffe. Et puis, donc, dans ces mêmes conséquences... Il y a une revanche ou bien une vengeance qui se fait. Une vengeance, un mécontentement réel, parce que ceux qui ont le plus volé, qui ont foutu la merde partout, ce sont les ressortissants, malheureusement, du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous évoque, communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Biya, que le Cameroun va imploser. Aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus avec nous. Contrairement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les Bamileke sont avec qui? Je félicite les Bamileke parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MSC n'est pas assis majoritairement à l'ouest, n'est pas majoritairement assis à Douala où Kamtou nous a battu, y compris le président de la République aux élections. Ah bon?
Mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre sud, vous invitez parfois des gens qui font du bavardage inutile. Moi, je vous parle des choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Marois, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, là c'est 15%. Quand tu as battu le président en Konsamba, et quand tu as bien battu le président dans les 7 départements du Grand Ouest. Et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça, pas me Sanganyamding sur un plateau. L'autre côté du Nil est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc quand vous faites dans les nations, on va la comprendre, professeur. Vous m'empêchez de chuter. Je vous ai chuté vraiment. Ça tombe vraiment. Si vous voulez, je me tais. Il y a des contraintes de temps. Vous avez des contraintes de temps, mais les téléspectateurs, c'est légal. Allons-y. Ou c'est vous, ou c'est eux. Qu'est-ce que vous voulez la force de votre chaîne de gérer chutier. Bon, je chute donc. Je suis d'accord, parce que c'est la discipline de la télévision. Oui. Il faut donc comprendre que, quand vous observez bien, sur 10 régions, 10, il y a à peine 3 qui sont encore avec le président, avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Beaucoup. Parce que les communautés ont implosé, et les gens ont amené le président Paul Biya à donner finalement, à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ont implosé le pays avec leur petit réseau. Merci beaucoup, professeur.